Bon, ça a l'air facile quand on le présente comme ça, mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, première étape, moi c'est un peu comme ça que je commence quand je rencontrais des prospects. Voilà, je parlais toujours de fameux entonnoirs de conversion. Est-ce que votre notoriété elle est vraiment solide pour pouvoir convertir derrière, etc. On va parler un peu de cette logique-là dans l'acquisition de nouveaux clients. D'accord? Donc vraiment pour une agence. Il y a une phrase que je vais pas mal marteler au fur et à mesure de cette journée, donc préparez-vous, c'est appliquez à vous-même ce que vous dites à vos clients. En fait, ouais, on dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'agences qui n'appliquent pas à leur propre stratégie ce qu'ils demandent à leurs annonceurs. Okay, donc, ici, voilà, je vais beaucoup le marteler et j'espère que ce sera la phrase dont vous vous souviendrez le plus. Alors, comment sourcer les leads à potentiel? Bon, ça, je pense que ça parle à tout le monde, hein, le cycle de vente traditionnel. Il y a quelques slides qui sont des trucs un peu classiques de sales, excusez-moi, mais je pense que c'est toujours bien de reprendre ces basiques. Donc, prospection, qualification, pitch, closing. J'apprends rien à personne, c'est les étapes classiques. Je pense que premier jour de formation commerciale, c'est ce qu'on donne. En fait, on a posé la question à des managers commerciaux. Je dis on, c'est pas moi, hein, c'est HubSpot pour le coup, mais ils font de bonnes études. À quelle étape est-ce qu'ils ont le plus de difficultés? Et finalement, ça reflète un peu les réponses que vous m'avez données quand je vous ai posé cette question. En fait, prospecter, c'est là où les sales ont le plus de difficultés. C'est vrai que ce n'est pas la partie du job la plus facile. Faire du phoning, identifier des leads, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais il y a des méthodes qui permettent de faciliter un peu cette tâche. Donc, on va se concentrer sur cette partie en premier. On va parler beaucoup de leads parce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour une structure commerciale, pour une équipe commerciale et même pour l'état d'esprit de nos sales. On se rend compte que si on ne leur donne pas de leads, ils dépriment un peu, quoi. Ils ont besoin d'appeler des clients aussi. Donc, on va essayer de suivre à chaque fois cet entonnoir. Voilà, je ne connais pas, c'est un suspect. Maintenant, je me dis qu'il a peut-être un potentiel à devenir annonceur sur AdWords, prospect. Je l'ai appelé, lead, opportunité, je sens qu'il y a un truc. Je vais le closer et après, si ça devient un client fidèle de mon agence, on va pouvoir l'upseller, lui vendre d'autres prestations, etc. D'accord? Donc, on va essayer de passer à travers toutes ces étapes. Mais la question clé, c'est quoi un bon lead en fait? Quand on a des nouveaux sales qui arrivent, au tout début, ils ne savent pas trop quel type de lead appeler. Nous, on leur fournit des leads, mais il y en a beaucoup qui font de la self-prospection. Ils vont prendre le métro, ils vont voir une start-up qui a fait un affichage de fou, donc c'est un peu surprenant pour une start-up de faire de l'affichage dans le métro. Ils se disent « Ok, il y a un potentiel ». Mais pour la plupart, ils ne savent pas qui appeler au début. Quelle entreprise fonctionne bien sur AdWords, avec lesquelles je suis à l'aise finalement. Du coup, on a inventé cette espèce de petite matrice. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas non plus quelque chose de brillant, mais je pense que ça résume bien les choses. En fait, si vous prenez cette matrice et que vous regardez en abscisse, je me souviens des cours de maths, la lifetime value, hein, donc c'est l'axe horizontal. Donc, quand je suis sur la gauche, c'est un client qui a une faible lifetime value pour moi, il ne va pas me rapporter grand-chose. Et sur la droite, c'est un client qui va me rapporter beaucoup plus d'argent. Et en ordonnée, ça va être le temps de lancement. Okay, on connaît tous ces prospects fabuleux. J'ai l'impression qu'ils vont pouvoir lancer des campagnes de fou et ils mettent 10 ans à se lancer, voire ils ne se lancent jamais. Donc, il faut trouver un peu le compromis entre les deux. Du coup, j'ai imaginé un peu quatre types de leads. Hein. En haut à droite, le meilleur, c'est le grand compte. Bon, ce n'est pas forcément le meilleur, mais c'est celui généralement qui va me rapporter le plus. Temps de lancement assez long parce que les cycles de décision sont longs, les process sont longs. Hein. Les grands comptes, c'est souvent un peu des mammouths. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons en termes de techno. Parfois, c'est le cas, mais pas tout le temps. Mais en tout cas, ça me prend plus de temps à closer. Mais c'est des annonceurs qui vont me rapporter beaucoup à moi en tant qu'agence. En dessous, j'ai les pépites. Les pépites, c'est ce que nous, on source beaucoup chez Google, c'est les startups à potentiel. Une startup qui vient de lever des fonds, généralement, les gars, déjà, ils connaissent bien les solutions digitales, que ce soit AdWords ou autres, et ils ont une capacité d'investir très, très rapidement. Donc ça, c'est magique. Moi, je me souviens avoir travaillé avec Appen, l'application de rencontre, quand ils sont lancés. C'était pas très connu. Et d'un coup, on s'est mis à faire des campagnes partout dans le monde. Une pépite. Temps de lancement, quelques semaines.
Et au final, ça a été du coup un très très bon annonceur. C'est toujours un très très bon annonceur sur AdWords. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. Ensuite, on va avoir ce que j'ai appelé les quick wins. Quick wins, ça va être par exemple une marque de champagne qui va faire une pub télé 2 semaines avant Noël et du coup, elle va vouloir dupliquer la chose sur YouTube. C'est pas mal, ça me fait une petite campagne. Les campagnes YouTube, c'est des choses qui se set-up assez facilement, mais ce n'est pas des annonceurs que je vais pouvoir fidéliser et garder très longtemps. Donc finalement, c'est bien, ça me permet de faire rentrer un nouvel annonceur chez moi, mais il ne va pas me générer tant d'argent que ça. Et j'ai mis ceux à éviter. Alors, je n'ai pas pris d'exemple pour les gens à éviter, parce que ce n'est pas très cool pour eux, mais en gros, c'est l'annonceur qui va me prendre beaucoup de temps et qui ne va pas me rapporter grand-chose. Je pense qu'on en a tous eu. Enfin voilà, moi je me souviens de certains annonceurs où j'étais ultra chaud la première fois que je les ai appelés et ça traîne et au bout d'un moment je me dis pourquoi je l'ai appelé celui-là quoi. Je pense que ça évoque certaines choses chez vous, donc voilà, ceux-là on va essayer de les éviter. Donc on va essayer de se focus sur les grands comptes, les pépites et quelques quick wins de temps en temps, ça fait jamais de mal. Mais on ne peut pas se concentrer que sur les leads les plus fantastiques. En fait, on a vu qu'il y avait à peu près 2 strates chez les agences en termes de prospects qu'elles allaient chercher. Il y a les diamants bruts, donc les comptes à énorme potentiel. Ceux, j'en vois pas beaucoup, mais quand je les vois, je suis très content et je vais mettre énormément d'efforts pour les closer. Et il y en a d'autres qui vont faire plutôt une stratégie de volume. Moi, toutes les semaines, je fais rentrer une dizaine d'annonceurs avec des budgets moyens, mais c'est régulier, d'accord ? Donc, pour mon activité commerciale, pour tous mes forecasts de revenus, pour le travail de mes traffic managers, c'est très simple à gérer. En fait, quand on se pose la question, et nous, c'est un peu la strat qu'on donne à nos sales, c'est de faire un peu un mix des deux. L'idée, c'est d'avoir un espèce de petit tapis d'annonceurs moyens qui vont rentrer et de temps en temps d'avoir un gros compte qui va rentrer. Mais on ne peut pas se concentrer que sur les gros comptes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se concentrer que sur les gros comptes? Parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. 2, psychologiquement, c'est assez dur pour les sales parce qu'ils s'accrochent, ils vont faire des présentations, ils vont bosser des semaines sur une propale et c'est très rare que ça se lance parce que les gros annonceurs, on est beaucoup à se battre pour les obtenir et du coup, un sales, s'il fait que ça, s'il rate tous ces gros annonceurs, il se retrouve un peu le bec dans l'eau. D'accord? Donc, faire un blend des deux, au final, on s'est rendu compte que c'était ce qu'il y avait de plus efficace à la fois pour atteindre les targets, les objectifs des commerciaux, mais aussi pour nous, pour avoir un forecast de revenus qui soit assez précis. Okay, donc l'idée, c'est de mixer un petit peu les deux. Et du coup, comment est-ce qu'on va identifier ces leads? 2 catégories. Encore une fois, j'invente rien. Inbound, outbound. Inbound, c'est un peu le sujet qui explose depuis 5 ans. Il y a beaucoup de boîtes comme HubSpot, par exemple, qui se font vraiment les kings de l'inbound. Ils connaissent tout là-dessus. Donc, n'hésitez pas à consulter leur blog. Je me suis pas mal inspiré d'eux. Donc, inbound, c'est les leads qui rentrent tout seuls chez nous. C'est génial, a priori, on en veut tous. C'est des gars qui vont m'appeler, qui vont faire des formulaires de contact, me contacter sur les différents réseaux sociaux, etc. Mon réseau, quand j'ai parlé à certains d'entre vous, beaucoup m'ont dit moi, j'ai plein de gars qui m'appellent parce qu'ils me connaissent. Avant, je bossais dans telle boîte et du coup, j'ai ramené des annonceurs avec moi ou ils m'ont vu sur LinkedIn, j'ai posté des trucs, etc. Okay, tout ça, c'est de l'inbound. Et on a également l'outbound. L'inbound, très souvent, ne suffit pas. D'accord ? C'est bien d'avoir des leads qui rentrent, mais ça ne suffit pas à alimenter nos sales. Ils ont besoin, eux aussi, d'aller chercher. Et même psychologiquement, moi, je me suis rendu compte que les commerciaux, ils aiment bien aller trouver des petites pépites eux-mêmes. Donc, moi, j'en connais. Quand on prend le métro pour aller je ne sais pas où, ils vont regarder toutes les affiches. Quand on regarde la télé, ils vont noter les pubs. Tout ça, c'est des réflexes de sales et je me rends compte que très souvent, c'est des annonceurs à fort potentiel parce qu'ils les ont trouvés. Au final, on peut avoir la meilleure vision de chaque sales. On ne saura jamais exactement le type de lead qui conviendra le mieux à tel commercial. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours leur laisser la liberté de faire de ce qu'on appelle de la self-prospection. Nous, pendant très longtemps, on a essayé de leur donner énormément de leads pour qu'ils n'aient pas besoin de faire de self. En fait, on se rend compte que la self, c'est ultra important pour un sales. Je choque personne, tout le monde est plus ou moins d'accord avec moi. Vous pouvez dire non, hein. Je vous enverrai le truc, mais pas très fort. C'est bon? OK.
Et donc, j'ai un peu creusé cette partie inbound. En fait, on se rend compte que d'après cette étude, encore une fois HubSpot, donc ils ont quand même posé la question à 6000 personnes, plutôt fiables. On se rend compte que les leads inbound, c'est les leads qui sont les plus rentables pour une entreprise. D'accord? C'est eux qui ont le coût moyen le plus faible, qu'importe d'ailleurs la taille de l'entreprise, que ce soit une entreprise de 1 à 25 salariés ou un grand groupe de plus de 1000 salariés, bah en fait, c'est des leads qui rapportent beaucoup. Et quand on leur demande lesquels ont le meilleur ROI, c'est encore les leads inbound. D'accord? Donc clairement, c'est des leads qui ont un intérêt pour une entreprise d'une manière macro. Okay? Ça va me permettre de faire rentrer du nouveau business. Ça va, d'un point de vue RH, pour mes sales, ça va être sain. Ils vont avoir des leads qui vont rentrer. Et moi, d'un point de vue ROI, c'est ultra rentable. OK ?